Nous avons procédé dans un premier temps à la lecture du document, un document qui date du milieu du XVIe siècle et qui, contrairement à ce que vous pourriez penser, était très bien écrit, parce qu'il était écrit par le secrétariat du roi. Vous pensez bien qu'on n'écrit pas ce genre de document sur le coin d'une table, bien entendu. Si vous aviez des documents de notaires de l'époque, des actes privés pour une succession, un héritage, ou pour une vente d'une terre, vous imaginez bien que les écritures seraient nettement de moins bonne qualité. Alors maintenant, nous allons procéder à l'analyse diplomatique. Je vous ai expliqué au premier semestre ce que c'était que la diplomatique. C'est l'étude de la forme de l'acte. Vous vous souvenez de la forme de l'acte? Autrement dit, on va essayer de voir quelles sont les différentes parties de l'acte. Mais inévitablement, on doit aussi passer par le contenu pour comprendre, voilà, pour voir les différentes parties de l'acte. Les deux sont liés, je dirais ici. Alors, vous avez compris que dans ce document, il est question très souvent de catalogue de livres. Si au moins quelque chose que vous avez retenu, c'est au moins ça. Hein? Il est question de catalogue. Vous voyez qu'il est indiqué au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'analyse du document dans le jargon des archivistes, des historiens, lettre de Philippe II, roi d'Espagne, à Jean de la Loire, seigneur de Molenbeek, grand bailli de Hainaut, ordonnant la publication d'un nouveau catalogue de livres interdits, 4 juin 1558. Et en dessous, vous voyez écrit en beaucoup plus petit, archives départementales du département du Nord à Lille. Ça va? Donc ça veut dire que dans chaque département, il y a un dépôt d'archives. En France, comme chez nous, il y a un dépôt d'archives dans chaque lieu de province. Il y en a également à d'autres endroits que dans les chefs-lieux de province, mais il y en a au moins dans les chefs-lieux de province. Hein? Donc, archives départementales du Nord, à Lille, et alors vous avez le numéro de la série et du document. Si vous vous rendez à Lille, vous pouvez voir ce document lui-même. Donc, celui que je vous ai montré, vous pouvez aller trouver. Vous allez à Lille, vous allez aux archives, et vous trouvez le document que je vous ai montré, l'original. Ça va? Bon. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que c'est à Lille? La première chose, c'est que Lille faisait partie de nos régions à cette époque-là. Lille n'est devenue une ville française qu'à l'époque de Louis XIV. C'est seulement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle que Louis XIV a fait reculer les frontières de la France vers le nord et que progressivement nos territoires ont été mangés. Quand vous étiez à Lille, vous étiez en Flandre. Ça faisait partie du comté de Flandre. D'ailleurs, si vous allez sur l'autoroute et que vous voulez aller à Lille, vous devez inévitablement passer par la Flandre en sortant de Bruxelles, hein, puisque Bruxelles est enclavée, comme vous savez, et la direction, vous ne devez pas chercher Lille, vous devez chercher Rheinseul. Et Rheinseul, ça veut dire quoi? L'île, en fait, en latin, c'est insula, c'est une île, vraiment une île. Insula. Donc ça donnait l'île. Comme vous savez, on a vu maintenant à plusieurs reprises que les articles définis sont accolés au nom. Et l'île, en ancien français, il y a 2 L. Ça va? Et en néerlandais, c'est Torheysel. Une île, c'est Heysel en néerlandais. Ça va? Donc vous étiez en Flandre quand vous étiez à Lille. Et il y a une francisation de l'extrême nord de la Flandre à partir après Louis XIV, mais il faut se dire que cette partie-là de la Flandre a toujours été francophone. À Lille, on a toujours parlé français, on ne parlait pas néerlandais. Le comté de Flandre était un comté bilingue, même au Moyen-Âge. Enfin, bilingue, il y avait la Flandre flamande et il y avait la Flandre gallicante, on parlait français. Ça va? Bon. Alors, c'est à Lille tout simplement, mais parce que Lille faisait encore partie de nos régions à cette époque-là. Alors, maintenant, pourquoi c'est précisément à Lille et pourquoi c'est pas dans les archives d'un dépôt belge? Je ne peux pas vous dire précisément, parce que c'est adressé à qui? C'est adressé à un monsieur qui était grand bailli de Hainaut. Donc, théoriquement, ce document-là, c'est lui qui l'a reçu. Donc, c'est logique que ça ne se trouve pas dans les archives de Philippe II à Madrid, ou à Simancas, qui sont les archives officielles de l'État espagnol, la royauté. Ça, c'est M. de Molenbeek qui a reçu le document. Donc, c'est logique que ce ne soit pas. C'est bien d'accord. Hein, c'est celui qui reçoit. Donc, mais ça aurait dû se trouver, selon moi, plutôt à Mons, puisque Mons était la capitale du comté de Hainaut à ce moment-là. Et il est grand bailli de Hainaut. Non, pourquoi Staline, je n'en sais rien. Moi, je ne connais pas l'histoire des transbahutages de documents lors des guerres, etc. Je ne connais pas le détail.
enfin, ça aurait pu se trouver un plus. C'est quoi le grand bailli? Eh bien, le grand bailli, c'est en fait le représentant du prince, c'est-à-dire de Philippe II, qui est comte de Hainaut, hein, dans le comté. Donc. Il a à la fois des fonctions politiques, administratives, mais surtout judiciaires. C'est lui qui est chargé, entre autres, de faire exécuter les ordonnances. Alors vous allez me dire, mais comment je sais tout ça? Un historien, il ne compte pas les choses de son imaginaire. J'ai des bouquins chez moi, et j'ai tout simplement cherché dans un bouquin que j'avais chez moi et que je montre. Voilà, à la caméra. Donc c'est les archives de l'État dans les provinces wallonnes. Et dans cet ouvrage-ci, vous avez la liste de tous les inventaires qui existent pour les dépôts de l'État et autres, enfin les dépôts de l'État dans nos provinces, mais vous avez également, pour tous les dépôts, vous avez une définition des fonctions des institutions. Donc, j'ai regardé chez moi, je suis tombé à la page 190, et il y a une définition de ce que c'est que le grand bailli. On vous dit, le grand bailli de Hainaut était le représentant du prince et le gardien de son autorité dans le comté. Le rôle de cet officier augmenta au XIVe siècle pour atteindre son apogée au XVIe. À ce moment, les grands baillis exercèrent les droits de souveraineté d'officiers supérieurs de la province. Le bailli présidait de droit les assemblées des États de Hainaut, c'est-à-dire le Parlement, hein, et était, au siège, le clergé, la noblesse et tiers États, et était le dépositaire de la souveraineté en matière de juridiction. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on procède. Alors vous allez me dire, mais non, mais pour les archives, comment savoir où c'est, etc. Alors, pour les archives centrales, elles se trouvent rue de Reuilbrouck, près de la Grande Place à Bruxelles, aux Archives Générales du Royaume. Et je vous renvoie à un ouvrage publié en 1955 de Van Hagendoven qui s'appelle « Les Archives Générales du Royaume ». Vous n'avez pas l'inventaire de tout ce qui se trouve aux Archives Générales du Royaume, mais c'est le catalogue des inventaires qui s'y trouve. Mais vous avez une description de toute une série d'institutions. Vous avez également un petit fascicule bien utile, c'est un dépliant qui reprend les institutions dans nos provinces, hein, au temps moderne, 16e, 18e siècle. Je vous montre ce dépliant, ça peut vous aider pour vous orienter. J'espère que je ne vais pas tomber sur la partie flamande. Non, voilà. Je montre à la caméra. Donc c'est un organigramme des institutions dans nos provinces sous l'Ancien Régime. Vous disposez également d'un excellent ouvrage, il y a une quinzaine d'années maintenant, qui s'intitule « Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois ». Je vous ai apporté ici le tome 1. Et pour la France, puisqu'ici il s'agit d'un document qui se trouve dans les archives en France, vous avez un petit guide qui peut vous aider aussi, la recherche historique aux archives 16e, 18e siècle, publié chez Office. Alors, maintenant, pour connaître le contexte de cette époque-là, je vous renvoie au tome 3 de l'histoire de Belgique d'Henri Pirenne, qui va de la mort de Charles le Téméraire à l'arrivée du duc d'Albe dans nos régions, en 1567, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Un bon petit livre de poche qui s'intitule L'Espagne et les Pays-Bas 1559-1659, 10 études, publié chez Fontana, dû à Geoffroy Parker. Alors, deux biographies qu'il ne faut pas manquer, celle de Pierre Chaunu et Michel Escamilla Charles-Quint chez Fayard, et celle de Yvan Coulas, qui est un archiviste, mais un grand spécialiste des archives espagnoles, la biographie de Philippe II, chez Fayard également. Alors, je poursuis. Vous voyez que, on a vu tout à l'heure que le document est daté de 1558. Mais le corps de 1558, regardez, le mois de juin, et d'ailleurs ça se trouve en bas du document, hein, le 4 juin. Ça va 4 juin. Et il parle de son père, l'empereur, mais l'empereur vit toujours. Comment Philippe II peut-il être roi d'Espagne?
alors que son père, Charles Quint, vit toujours? Tout simplement parce que son père avait abdiqué. Son père a abdiqué au mois d'octobre 1555, donc 2 ans et demi plus tôt, presque 3 ans plus tôt, et son père, Charles Quint, s'est retiré dans un monastère en Espagne, qui est le monastère de Yuste, où il est mort, mais il est mort au mois de septembre, le 21 septembre 1558. Donc Philippe II, quand il écrit cette ordonnance, quand il écrit cette lettre, c'est pas une ordonnance, quand il écrit cette lettre au grand pays de Hainaut, il ne fait en fait que reprendre des ordonnances qui ont été écrites par son père, qui est toujours vivant, mais qui a abdiqué. Ça va, je crois que c'est important de le savoir. Hein? Bon. Et il fait référence à son père en disant « Mon père, l'empereur ». Il aurait pu dire aussi le roi. Il est roi en retraite, il est empereur en retraite. Ça va? Bon. Alors maintenant, on va essayer de voir les différentes parties de ce document. Monseigneur de Molembais, souvenez-vous, lorsqu'on a étudié le document de Charles V, c'est ce qu'on appelle l'adresse. C'est la personne, et je vous l'ai dit d'ailleurs quand on a commencé à lire ce document, c'est donc le nom de la personne à qui le document est adressé. Ici, donc ici, il faudrait mettre une petite barre, vous mettez dans votre texte, pour l'analyse diplomatique, c'est ce qu'on appelle l'adresse. Alors, toute cette partie-ci, jusqu'ici, jusque vous ordonnant, donc tout ceci, jusque vous ordonnant, ce n'est qu'un historique. Il dit ce qui a été fait à l'époque de son père, est-ce que lui-même a fait, etc. Mais ce n'est pas le dispositif, c'est ce qu'on appelle l'exposé. C'est un historique. Il dit voilà, on a déjà fait tout ça. Hein, et dit ah ben voilà, il y a des problèmes parce qu'on n'a pas tout à fait respecté. Hein, j'ai demandé à l'université de Louvain de voir, etc. J'ai demandé qu'il fasse un nouveau catalogue, etc. Il ne fait qu'un historique. Mais il n'y a pas de décision juridique, vous êtes bien d'accord, il n'y a pas de dispositif juridique. Donc tout ceci, ça s'appelle donc l'exposé, jusqu'ici. À partir de vos ordonnants, on est dans une autre partie du document, de la lettre, parce qu'il ne s'agit pas d'une charte, il s'agit d'une lettre qui est envoyée au grand bailli de Hainaut. Hein? À partir d'ici, donc, ça va, vous avez noté? Il y a une césure, et vous mettez une coupure, à partir d'ici, ça s'appelle le dispositif. Alors le dispositif, c'est la partie du document où Philippe II fait état de sa volonté. Il dit, j'ordonne ceci, j'ordonne cela, j'ordonne une troisième chose. Et effectivement, il y a 3 choses qu'il ordonne. Il ordonne tout d'abord la publication dans le catalogue. Est-ce que tu pourrais, voilà, c'est gentil de bien monter tout ça. C'est exactement ce que je vais te demander. Oui, tu peux faire remonter jusque-là. Donc tout ceci, tu peux le faire partir, si tu veux. Faire partir tout le haut. Merci. On n'a plus besoin qu'à partir de là. Voilà. Vous ordonnez, c'est ça. Ok. Bon. Cette partie-ci, c'est donc le dispositif, et il y a plusieurs choses qui sont indiquées. Ah, il va falloir, j'essaie de retrouver l'endroit où ça se trouve, publier. Il va falloir publier un nouveau catalogue. Et c'est quoi ce nouveau catalogue? Eh bien, c'est un catalogue qui soit mis à jour, une nouvelle édition. Parce qu'il dit que, depuis que Charles Quint, son père, a publié une ordonnance en 1550 et que lui-même avait publié, qu'il avait reprise en 1556, il y a des tas de bouquins qui sont parus. Et ils sont dus à qui, ces ouvrages? Ils sont dus aux hérétiques, aux luthériens. Ils n'arrêtent pas de publier. Ils publient sans arrêt, ces gens-là. Et donc, il faut absolument empêcher que la population, que le ver ne s'insinue dans la pomme, dans le fruit. Il faut absolument arrêter cette vague d'hérésie. Et donc, il dit, voilà, il faut publier un catalogue maintenant qui reprenne non seulement les livres qui avaient été déjà publiés précédemment, mais en plus de ça, il faut que tous les nouveaux outils soient mis à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Charles Quint, jusqu'en 1546, il n'y avait pas de catalogue qui avait été publié. En effet, dans les ordonnances, les livres interdits étaient indiqués dans l'ordonnance elle-même. Vous imaginez. Mais à cette époque-là, on est à l'époque de l'imprimerie, donc il y a de plus en plus de livres. À un moment donné, ce n'est pas plus possible de publier une ordonnance qui est 20 pages ou qui est 30 pages. Donc on s'est dit, on va publier à côté de l'ordonnance un catalogue. Et ces catalogues, vous en connaissez certainement le nom, c'est l'annexe.
Au pluriel, on dit des indices en latin, donc c'est l'index. Alors, il y a des index qui sont publiés donc, par Philippe II, et la chose va être largement simplifiée à partir du moment où Rome va publier elle-même des index. Quand il y aura l'index officiel, ça s'inscrit dans un chapitre que nous allons étudier ensemble, qui est le chapitre sur la contre-réforme. La contre-réforme, en fait, c'est l'ensemble des mesures qui vont être mises en application pour non seulement résister au protestantisme, mais surtout pour mieux christianiser les pays catholiques, en profondeur cette fois, parce que c'était relativement très superficiel auparavant. Et ce concile de Trente, qui s'est tenu dans le nord de l'Italie, s'est tenu en fait au milieu du XVIe siècle. Ça va? Entre 1545 et 1563-64. Donc pendant moins d'une vingtaine d'années, des évêques, des cardinaux, des théologiens, des spécialistes du droit canon, etc., vont se réunir en plusieurs sessions. Hein. C'est comme la guerre de 100 ans. Vous savez que la guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans. Parfois, elle a duré 5 ans, puis on arrêtait pendant 10 ans, puis on est pendant 3 ans. Donc ici, le concile de Trente n'a pas duré des 8 ans. Donc les cardinaux, les évêques ont été assis comme ça à 30 pendant 18 ans. Parfois, ils se séparaient pendant 2 ou 3 ans, on réfléchissait, puis on revenait pour 2 ou 3 ans. Ça va? Par période. Voilà. Et donc, à la suite du concile de Trente, on a édité l'index. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile, parce qu'à ce moment-là, les rois d'Espagne vont faire que reprendre les index. On est bien d'accord? Oui? Bon. Alors, donc je vous ai dit que toute cette partie-ci, la partie d'ici, c'est donc bien le dispositif. Alors, on va arriver donc dans le bas du document, et on arrive à d'autres parties. Oui, alors à partir d'ici, vous voyez, oui, je vous ai dit qu'une première mesure, c'est, attendez, maintenant j'essaie de retrouver, c'est la publication. Ensuite, deuxième mesure, c'est l'exécution des peines. Deuxième mesure. Troisième mesure, ça va être la distribution. Parce qu'il ne suffit pas que l'on décide, il ne suffit pas de publier un catalogue, encore faut-il que ce catalogue soit imprimé en de nombreux exemplaires pour que tous ceux qui ont la charge de faire respecter l'ordre puissent connaître les livres qui sont interdits par le pouvoir central, bien entendu. Donc vous avez retenu 1. Publication, 2. Exécution des peines, 3. Qu'est-ce que je viens de dire? Distribution des catalogues. Ça, ce sont les 3 mesures. Maintenant, à partir d'ici, on est toujours dans le dispositif, mais on est dans ce qu'on appelle des clauses secondaires. Et ces clauses secondaires, c'est ce qu'on appellerait une clause injonctive. Ça va, clause injonctive. Injonctive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cause, je dirais, comminatoire. C'est une menace. Il faut non seulement qu'on fasse tout ceci, ça c'est votre job, à vous, hein, mais il faut aussi, vous en chargerez, vous, le grand bailli de l'Hainaut, vous chargerez donc les officiers. Alors les officiers, je vous ai dit que ce ne sont pas des officiers dans l'armée, hein, ce sont des gens qui ont un office, ce sont des fonctionnaires publics. Donc vous chargerez les fonctionnaires publics, hein, les fonctionnaires, d'en faire acheter telle quantité qui leur sera nécessaire pour les faits susdits, ben oui, pour les distribuer et pour faire appliquer les peines, dont ils seront remboursés sur leur salaire. Donc ils les achètent, hein, et puis on va les rembourser après. Donc on leur donnera un complément de salaire, puisque c'est les officiers eux-mêmes qui les achètent. Ils seront remboursés sur les exploits de leur office. Ce que leur ordonnons par cette lettre, ainsi, alors moi je ne sais pas lire ici, c'est affaire, oui, moi je ne vois pas de bons yeux. C'est ce qui est marqué ici, se sert, oui, sans devoir attendre ultérieure ordonnance. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait une autre ordonnance pour que les officiers, pour que les fonctionnaires achètent tous ces documents, tous ces catalogues. Il faut appliquer la mesure tout de suite. Et attention, regardez, et qu'il n'y ait faute. C'est attention, ce se dit, comme on dit. Attention, je veillerai au grain. Philippe II est un monarque absolu qui est très très proche de l'Église catholique. Pour lui, l'Église catholique, c'est son fer de lance.
puisque c'est ce qui lui permet également de légitimer son pouvoir. D'accord? Alors, ensuite, attends mon seigneur de Molembais. Donc c'est un au revoir. Alors, notre Seigneur vous est en garde. Alors, notre Seigneur vous est en garde, c'est ce qu'on appelle en diplomatique, donc une appréciation. Hein? Ça veut dire que Dieu vous garde, vivez heureux. C'est ce qu'on appelle une appréciation. Puis vous avez ce qu'on appelle la date. La date, elle est double. Il y a la date de lieu, en verse, et vous avez la date de temps, 4 juin 1558. Je vous ai expliqué qu'il y a deux dates. Hein. Le mot date n'est pas synonyme de jour ou de temps, de chronologie. Parce que je vous ai dit que le mot date vient d'un mot latin qui est data, hein, qui est un participe passé au féminin, hein, qui veut dire simplement que c'était donné à tel moment, mais aussi à tel endroit. Moi, je donne le document à tel endroit. Donc il y a deux dates, il y a la date de lieu et la date de temps. Hein? Le mot date a pris un sens souvent restrictif à notre époque. Mais remarquez que quand vous mettez au-dessus d'une lettre, vous mettez non seulement le jour et l'année, mais vous mettez également quoi? Vous mettez également le lieu en général. Vous mettez Nivelles, Bruxelles, à tel jour. Hein? Non? Ben, la date, c'est la totalité du lieu plus du temps, et ce n'est pas seulement le temps. Et enfin, ici vous avez la signature, qui est l'élément, ici le seul élément de corroboration. C'est ce qui permet de valider l'acte. Parce que s'il n'y avait pas la signature, ben, qu'est-ce qui prouverait qu'effectivement c'est le roi qui a donné cet ordre-là? Comme il s'agit d'une simple lettre, il n'y a pas besoin d'avoir un sceau. Pensez bien, si pour toutes les lettres on devait mettre un sceau, ça ne va pas. C'est une simple lettre. À cette époque-là, vous devez vous dire que donc c'est bien du papier, c'est évidemment pas du parchemin, comme pour la charte hein, qu'on avait vue, la charte de Charles V. Mais là, c'était un document, là, c'était une charte solennelle. Vous vous souvenez, hein, son double queue. On dit qu'ici, c'est une lettre. On sait bien ce qu'il fait lettre et il devait mettre son cachet. On doit sortir lettre. Mais enfin, il y a une corroboration. La corroboration, c'est son nom. Hein. Bon. Alors, je regarde si j'ai encore des choses importantes à vous dire à propos de ce document. Retenez simplement, si je puis dire, que la première partie, là, quand vous aviez uniquement l'adresse à Monseigneur de Molembais tout au-dessus de l'adresse, fait partie de ce qu'on appelle le protocole. Protocole, vous vous souvenez du protocole? Ça va? Donc c'est la première partie, c'est le début. Proto, ça veut dire premier en grec, le protocole. Oui? Oui, c'est ça. Donc le protocole. Mais dans le protocole, vous pouvez avoir plein d'autres choses. Vous pouvez avoir un préambule, vous pouvez avoir une souscription. La souscription pour le document qu'on avait de Charles V, c'est Charles V. Le nom de l'auteur faisait partie du protocole ici. Ici, dans le protocole est très court, il n'y a que l'adresse. Il n'y a pas de souscription, on ne dit pas Philippe, hein, moi, roi d'Espagne, je t'écris à toi, grand bailli, etc. C'est pas mis tout ça. C'est très bref, une simple lettre. Donc le protocole est réduit simplement à l'adresse, rien d'autre. Ça va? Puis ensuite, vous avez le texte, et dans le texte, on a vu qu'il y avait deux parties. Une première partie que l'on appelle, mais je l'ai dit, il suffit simplement de répéter ce que j'ai dit, qui s'appelle l'exposé, et la deuxième partie, le dispositif. Et puis après le texte, on vient de voir à la fin qu'il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Il y a l'appréciation, il y a la date et il y a la signature. Mais la date et l'appréciation font partie de ce qu'on appelle l'escatole. Le protocole, c'est le début, c'est l'introduction. L'escatole, c'est la fin. Ça va? Je vous l'épelle pour éviter d'aller au tableau. Escatole, c'est E-S-C-H-T-O-L-E. Vous connaissez certainement le terme l'eschatologie. L'eschatologie, c'est un discours sur les fins dernières. L'eschatologie, c'est un discours sur les fins dernières. Hein? Donc il y a le protocole, le texte et enfin l'eschatole. Je vous montre encore quelques ouvrages avant de terminer. Voilà, on peut clore, c'est gentil. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'imprimerie et vous avez vu que c'est une véritable révolution aussi importante. Je vous demanderai un peu de calme pendant 2 ou 3 minutes encore. Hein? Faites pas de bruit. Donc,
l'imprimerie, c'est une révolution aussi importante qu'Internet maintenant. C'est ça que vous devez vous dire. Et c'est pour ça que les pouvoirs, ils sont tellement attentifs à la diffusion d'informations. Ça va? Alors, je vous ai apporté quelques livres sur l'histoire de l'imprimerie. Tout d'abord, un grand classique, l'apparition du livre de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin dans la collection L'évolution de l'humanité. Alors, du même auteur, mais il écrit 40 ans plus tard, Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoir de l'écrit, toujours dans la collection Albin Michel. Troisième livre d'Elisabeth Eisenstein, La révolution de l'imprimé à l'aube de l'Europe moderne. C'est une véritable révolution comme Internet à l'époque, qui permet de multiplier à des milliers d'exemplaires l'information. Alors, sur la censure d'André Puytmans, c'est un ouvrage qui date de 1935, la censure dans les Pays-Bas autrichiens. Vous allez dire, mais pourquoi les Pays-Bas autrichiens? Mais oui, les Pays-Bas autrichiens, c'est le XVIIIe siècle. Mais vous avez une vingtaine de pages au début sur la censure au XVIe ou au XVIIe siècle. Et là-dedans, vous avez en particulier, oui, une dizaine de pages consacrées aux ordonnances de Charles Quint et de Philippe II. Et on parle de cette ordonnance-ci, justement. Vous avez la liste de toutes les ordonnances de Charles Quint et de Philippe II consacrées à la censure des livres et consacrées également à la publication de ces catalogues des livres interdits. Sur la réforme dans nos régions, vous avez la réforme en Belgique sous Charles Quint, de Léon Alquin, dans la collection Notre Passé, la Renaissance du livre. Vous avez également sur la reprise en main, je dirais, de l'Église catholique par Philippe II à l'époque de la contre-réforme dans la deuxième moitié du XVIe siècle, l'ouvrage de Michel Dierix, L'érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas, donc deuxième moitié du XVIe siècle. C'est vraiment pour cadenasser, je dirais, le territoire, pour avoir un maillage du territoire beaucoup plus solide, pour éviter que les évêchés de nos régions ne dépendent d'évêchés allemands ou d'évêchés français, comme Cambrai par exemple, ou je ne sais pas, moi, Mayence, Coblence, voilà. Donc c'est très très important. Ça va? Bon, je voulais vous le signaler quand même, hein. Vous devez vous dire que l'Église s'est adaptée au IVe siècle de notre ère, au Ve siècle, sur les structures administratives de l'Empire romain. Ce n'est pas par hasard. Il y avait justement un évêque ou un archevêque, justement là où il y avait un gouverneur romain qui dirigeait une province ou un diocèse. Alors le mot diocèse est resté dans le vocabulaire de l'Église. Alors, bibliographie de l'humanisme belge, sous la direction de Aloïs Gerlot, aux presses universitaires de Bruxelles, il y a toute une bibliographie sur l'humanisme, donc au XVIe siècle dans nos régions, mais aussi sur la réforme et la contre-réforme. Alors, quelques ouvrages que je vous ai déjà mentionnés plus tôt, mais je n'hésite pas, on dit que bis repetita placent, que je vous montre encore une fois, de Gabriel Audicio et d'Isabelle Bonneau-Rambaud, Lire le français d'hier, manuel de paléographie 15e-18e siècle chez Armand Collin, le manuel classique du chanoine Reusens, Éléments de paléographie, édité d'abord à Louvain à la fin du 19e siècle et réédité à Bruxelles en 1963. Et alors, l'ouvrage dont j'ai tiré le texte que je vous ai projeté, l'album paléographique des 17 provinces, c'est-à-dire des Pays-Bas, chez Brepols, dû à différents auteurs. Et enfin, pour terminer, l'ouvrage de diplomatique de Pic et Toc et de Guillaume Gernin, professeur à l'École des Chartes à Paris, chez Brepols, qui vous permet donc de faire l'analyse diplomatique des documents. J'ai dit, étant à la lecture du document, un document qui date du milieu du XVIe siècle et qui, contrairement à ce que vous pourriez penser, était très bien écrit, parce qu'il était écrit par le secrétariat du roi. Vous pensez bien qu'on n'écrit pas ce genre de document sur le coin d'une table, bien entendu. Si vous aviez des documents de notaires de l'époque, des actes privés pour une succession, un héritage, ou pour une vente d'une terre, vous imaginez bien que les écritures seraient nettement de moins bonne qualité. Alors maintenant, nous allons procéder à l'analyse diplomatique. Je
Je vous ai expliqué au premier semestre ce que c'était que la diplomatique. C'est l'étude de la forme de l'acte. Vous vous souvenez de la forme de l'acte? Autrement dit, on va essayer de voir quelles sont les différentes parties de l'acte. Mais inévitablement, on doit aussi passer par le contenu pour comprendre, voilà, pour voir les différentes parties de l'acte. Les deux sont liés, je dirais ici. Alors, vous avez compris que dans ce document, il est question très souvent de catalogue de livres. Si au moins quelque chose que vous avez retenu, c'est au moins ça. Hein? Il est question de catalogue. Vous voyez qu'il est indiqué au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'analyse du document dans le jargon des archivistes, des historiens, lettre de Philippe II, roi d'Espagne, à Jean de la Loire, seigneur de Molenbeek, grand bailli de Hainaut, ordonnant la publication d'un nouveau catalogue de livres interdits, 4 juin 1558. Et en dessous, vous voyez, il est écrit en beaucoup plus petit, archives départementales du département du Nord à Lille. Ça va? Donc ça veut dire que dans chaque département, il y a un dépôt d'archives. En France, comme chez nous, il y a un dépôt d'archives dans chaque lieu de province. Il y en a également à d'autres endroits que dans les chefs-lieux de province, mais il y en a au moins dans les chefs-lieux de province. Hein? Donc archives départementales du Nord à Lille. Et alors vous avez le numéro de la série et du document. Si vous vous rendez à Lille, vous pouvez voir ce document lui-même. Donc celui que je vous ai montré, vous pouvez aller trouver. Vous allez à Lille, vous allez aux archives et vous trouvez le document que je vous ai montré, l'original. Ça va? Bon. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que c'est à Lille? Ben, première chose, c'est que Lille faisait partie de nos régions à cette époque-là. Lille n'est devenue une ville française qu'à l'époque de Louis XIV. C'est seulement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle que Louis XIV a fait reculer les frontières de la France vers le nord et que progressivement nos territoires ont été mangés. Quand vous étiez à Lille, vous étiez en Flandre. Ça faisait partie du comté de Flandre. D'ailleurs, si vous allez sur l'autoroute et que vous voulez aller à Lille, vous devez inévitablement passer par la Flandre en sortant de Bruxelles, hein, puisque Bruxelles est enclavée, comme vous savez, et la direction, vous ne devez pas chercher Lille, vous devez chercher Rheysel. Et Rheysel, ça veut dire quoi? L'île, en fait, en latin, c'est insula, c'est une île, vraiment une île. Insula. Donc ça donnait l'île. Comme vous savez, on a vu maintenant à plusieurs reprises que les articles définis sont appelés au nom. Et l'île, en ancien français, il y a 2 L. Ça va? Et en néerlandais, c'est Torheysel. Une île, c'est Heysel en néerlandais. Ça va? Donc vous étiez en Flandre quand vous étiez à Lille. Et il y a une francisation de l'extrême nord de la Flandre à partir après Louis XIV, mais il faut se dire que cette partie-là de la Flandre a toujours été francophone. À Lille, on a toujours parlé français, on ne parlait pas néerlandais. Le comté de Flandre était un comté bilingue, même au Moyen-Âge. Enfin, bilingue, il y avait la Flandre flamande et il y avait la Flandre gallicante, on parlait français. Ça va? Bon. Alors, c'est à Lille tout simplement, mais parce que Lille faisait encore partie de nos régions à cette époque-là. Alors, maintenant, pourquoi c'est précisément à Lille et pourquoi c'est pas dans des archives d'un dépôt belge? Je ne peux pas vous dire précisément, parce que c'est adressé à qui? C'est adressé à un monsieur qui était grand bailli de Hainaut. Donc, théoriquement, ce document-là, c'est lui qui l'a reçu. Donc, c'est logique que ça ne se trouve pas dans les archives de Philippe II à Madrid, ou à Simancas, qui sont les archives officielles de l'État espagnol, la royauté. Ça, c'est Monsieur de Molenbeek qui a reçu le document. Donc, c'est logique que ce ne soit pas. Vous êtes bien d'accord? Hein, c'est celui qui reçoit. Donc, mais ça aurait dû se trouver, selon moi, plutôt à Mons, puisque Mons était la capitale du comté de Hainaut à ce moment-là. Et il est grand bailli de Hainaut. Non, pourquoi Staline, je n'en sais rien. Moi, je ne connais pas l'histoire des transbahutage de documents lors des guerres, etc. Je ne connais pas le détail. Enfin, ça aurait pu se trouver un peu. C'est quoi le grand bailli? Eh bien, le grand bailli, c'est en fait le représentant du prince, c'est-à-dire de Philippe II, qui est comte de Hainaut, hein, dans le comté. Donc. Il a à la fois des fonctions politiques, administratives, mais surtout judiciaires. C'est lui qui est chargé, entre autres, de faire exécuter les ordonnances. Alors, vous allez me dire, mais comment je sais tout ça? Un historien, il ne compte pas les choses de son imaginaire. J'ai des bouquins chez moi, et j'ai tout simplement cherché dans un bouquin que j'avais chez moi et que je montre. Voilà, à la caméra. Donc, c'est les archives
de l'État dans les provinces wallonnes. Et dans cet ouvrage-ci, vous avez la liste de tous les inventaires qui existent pour les dépôts de l'État et autres, enfin les dépôts de l'État dans nos provinces, mais vous avez également, pour tous les dépôts, vous avez une définition des fonctions des institutions. Donc, j'ai regardé chez moi, je suis tombé à la page 190, et il y a une définition de ce que c'est que le grand bailli. On vous dit, le grand bailli de Hainaut était le représentant du prince et le gardien de son autorité dans le comté. Le rôle de cet officier augmenta au XIVe siècle pour atteindre son apogée au XVIe. À ce moment, les grands baillis exercèrent les droits de souveraineté d'officiers supérieurs de la province. Le bailli présidait de droit les assemblées des États de Hainaut, c'est-à-dire le Parlement, et était, au siège, le clergé, la noblesse et tiers États, et était le dépositaire de la souveraineté en matière de juridiction. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on procède. Alors vous allez me dire, mais non, mais pour les archives, comment savoir où c'est, etc. Alors, pour les archives centrales, elles se trouvent rue de Reuilsbroek, près de la Grande Place à Bruxelles, aux Archives Générales du Royaume. Et je vous renvoie à un ouvrage publié en 1955 de Van Hagendoven qui s'appelle « Les Archives Générales du Royaume ». Vous n'avez pas l'inventaire de tout ce qui se trouve aux Archives Générales du Royaume, mais c'est le catalogue des inventaires qui s'y trouve. Mais vous avez une description de toute une série d'institutions. Vous avez également un petit fascicule bien utile, c'est un dépliant qui reprend les institutions dans nos provinces, au temps moderne, 16e, 18e siècle. Je vous montre ce dépliant, ça peut vous aider pour vous orienter. J'espère que je ne vais pas tomber sur la partie flamande. Non, voilà. Je montre à la caméra. Donc c'est un organigramme des institutions dans nos provinces sous l'Ancien Régime. Vous disposez également d'un excellent ouvrage, il y a une quinzaine d'années maintenant, qui s'intitule « Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois ». Je vous ai apporté ici le tome 1. Et pour la France, puisqu'ici il s'agit d'un document qui se trouve dans les archives en France, vous avez un petit guide qui peut vous aider aussi, la recherche historique aux archives 16e, 18e siècle, publié chez Office. Alors, maintenant, pour connaître le contexte de cette époque-là, je vous renvoie au tome 3 de l'histoire de Belgique d'Henri Pirenne, qui va de la mort de Charles le Téméraire à l'arrivée du duc d'Albe dans nos régions, en 1567, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Un bon petit livre de poche qui s'intitule L'Espagne et les Pays-Bas 1559-1659, 10 études, publié chez Fontana, dû à Geoffroy Parker. Alors, deux biographies qu'il ne faut pas manquer, celle de Pierre Chaunu et Michel Escamilla Charles Quint chez Fayard, et celle de Yvan Coulas, qui est un archiviste, mais un grand spécialiste des archives espagnoles, la biographie de Philippe II, chez Fayard également. Alors, je poursuis. Vous voyez que, on a vu tout à l'heure que le document est daté de 1558. Mais le Gand de 1558, regardez, le mois de juin, et d'ailleurs ça se trouve en bas du document, le 4 juin. Ça va 4 juin. Et il parle de son père, l'empereur, mais l'empereur vit toujours. Comment Philippe II peut-il être roi d'Espagne alors que son père, Charles Quint, vit toujours? Tout simplement parce que son père avait abdiqué. Son père a abdiqué au mois d'octobre 1555, donc 2 ans et demi plus tôt, presque 3 ans plus tôt, et son père, Charles Quint, s'est retiré dans un monastère en Espagne, qui est le monastère de Yuste, où il est mort, mais il est mort au mois de septembre, le 21 septembre 1558. Donc Philippe II, quand il écrit cette ordonnance, quand il écrit cette lettre, c'est pas une ordonnance, quand il écrit cette lettre au grand bailli de Hainaut, il ne fait en fait que reprendre des ordonnances qui ont été écrites par son père, qui est toujours vivant, mais qui a abdiqué. Ça
va? Je crois que c'est important de le savoir. Hein? Bon. Et il fait référence à son père en disant « Mon père, l'empereur ». Il aurait pu dire aussi le roi. Il est roi en retraite, il est empereur en retraite. Ça va? Bon. Alors maintenant, on va essayer de voir les différentes parties de ce document. Monseigneur de Molembais, souvenez-vous, lorsqu'on a étudié le document de Charles V, c'est ce qu'on appelle l'adresse. C'est la personne, et je vous l'ai dit d'ailleurs quand on a commencé à lire ce document, c'est donc le nom de la personne à qui le document est adressé. Ici, donc ici, il faudrait mettre une petite barre, vous mettez dans votre texte, pour l'analyse diplomatique, c'est ce qu'on appelle l'adresse. Alors, toute cette partie-ci, jusqu'ici, jusque vous ordonnant, donc tout ceci, jusque vous ordonnant, ce n'est qu'un historique. Il dit ce qui a été fait à l'époque de son père, est-ce que lui-même a fait, etc. Mais ce n'est pas le dispositif, c'est ce qu'on appelle l'exposé. C'est un historique. Il dit voilà, on a déjà fait tout ça. Hein, et il dit ah ben voilà, il y a des problèmes parce qu'on n'a pas tout à fait respecté. Hein, j'ai demandé à l'université de Louvain de voir, etc. J'ai demandé qu'il fasse un nouveau catalogue, etc. Il ne fait qu'un historique. Mais il n'y a pas de décision juridique, vous êtes bien d'accord, il n'y a pas de dispositif juridique. Donc tout ceci, ça s'appelle donc l'exposé, jusqu'ici. À partir de vos ordonnants, on est dans une autre partie du document, de la lettre, parce qu'il ne s'agit pas d'une charte, il s'agit d'une lettre qui est envoyée au grand bailli de Hainaut. Hein? À partir d'ici, donc, ça va, vous avez noté? Il y a une césure, et vous mettez une coupure, à partir d'ici, ça s'appelle le dispositif. Alors le dispositif, c'est la partie du document où Philippe II fait état de sa volonté. Il dit, j'ordonne ceci, j'ordonne cela, j'ordonne une troisième chose. Et effectivement, il y a trois choses qu'il ordonne. Il ordonne tout d'abord la publication dans le catalogue. Est-ce que tu pourrais, voilà, c'est gentil de bien monter tout ça. C'est exactement ce que je vais te demander. Oui, tu peux faire remonter jusque-là. Donc tout ceci, tu peux le faire partir, si tu veux. Faire partir tout le haut. Merci. On n'a plus besoin qu'à partir de là. Voilà. Vous ordonnez, c'est ça. Ok. Bon. Cette partie-ci, c'est donc le dispositif, et il y a plusieurs choses qui sont indiquées. Ah, il va falloir, j'essaie de retrouver l'endroit où ça se trouve, publier. Il va falloir publier un nouveau catalogue. Et c'est quoi ce nouveau catalogue? Eh bien, c'est un catalogue qui soit mis à jour, une nouvelle édition. Parce qu'il dit que, depuis que Charles Quint, son père, a publié une ordonnance en 1550 et que lui-même avait publié, qu'il avait reprise en 1556, il y a des tas de bouquins qui sont parus. Et ils sont dus à qui, ces ouvrages? Ils sont dus aux hérétiques, aux luthériens. Ils n'arrêtent pas de publier. Ils publient sans arrêt, ces gens-là. Et donc, il faut absolument empêcher que la population, que le ver ne s'insinue dans la pomme, dans le fruit. Il faut absolument arrêter cette vague d'hérésie. Et donc, il dit, voilà, il faut publier un catalogue maintenant qui reprenne non seulement les livres qui avaient été déjà publiés précédemment, mais en plus de ça, il faut que tous les nouveaux qui soient mis à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Charles Quint, jusqu'en 1546, il n'y avait pas de catalogue qui avait été publié. En effet, dans les ordonnances, les livres interdits étaient indiqués dans l'ordonnance elle-même. Vous imaginez. Mais à cette époque-là, on est à l'époque de l'imprimerie, donc il y a de plus en plus de livres. À un moment donné, ce n'est pas plus possible de publier une ordonnance qui est 20 pages ou qui est 30 pages. Donc on s'est dit, on va publier à côté de l'ordonnance un catalogue. Et ces catalogues, vous en connaissez certainement le nom, c'est l'index. Au pluriel, on dit des indices en latin, donc c'est l'index. Alors, il y a des index qui sont publiés donc par Philippe II, et la chose va être largement simplifiée à partir du moment où Rome va publier elle-même des index. Quand il y aura l'index officiel, ça s'inscrit dans un chapitre que nous allons étudier ensemble, qui est le chapitre sur la contre-réforme. La contre-réforme, en fait, c'est l'ensemble des mesures qui vont être mises en application pour non seulement résister au protestantisme, mais surtout pour mieux christianiser les pays catholiques,
en profondeur cette fois, parce que c'était relativement très superficiel auparavant. Et ce concile de Trente, qui s'est tenu dans le nord de l'Italie, s'est tenu en fait au milieu du XVIe siècle. Ça va? Entre 1545 et 1563-64. Donc pendant moins d'une vingtaine d'années, des évêques, des cardinaux, des théologiens, des spécialistes du droit canon, etc., vont se réunir en plusieurs sessions. Hein. C'est comme la guerre de 100 ans. Vous savez que la guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans. Parfois, elle a duré 5 ans, puis on arrêtait pendant 10 ans, puis on prenait pendant 3 ans. Donc ici, le concile de Trente n'a pas duré 18 ans. Donc les cardinaux, les évêques ont été assis comme ça à 30 pendant 18 ans. Parfois, ils se séparaient pendant 2 ou 3 ans, on réfléchissait, puis on revenait pour 2 ou 3 ans. Ça va? Par période. Voilà. Et donc, à la suite du Concile de Trente, on a édité l'index. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile, parce qu'à ce moment-là, les rois d'Espagne vont faire que reprendre les index. On est bien d'accord? Oui? Bon. Alors, donc je vous ai dit que toute cette partie-ci, la partie ici, c'est donc bien le dispositif. Alors, on va arriver donc dans le bas du document, et on arrive à d'autres parties. Oui, alors à partir d'ici, vous voyez, oui, je vous ai dit qu'une première mesure, c'est, attendez, maintenant j'essaie de retrouver, c'est la publication. Ensuite, deuxième mesure, c'est l'exécution des peines. Deuxième mesure. Troisième mesure, ça va être la distribution. Parce qu'il ne suffit pas que l'on décide, il ne suffit pas de publier un catalogue, encore faut-il que ce catalogue soit imprimé en de nombreux exemplaires pour que tous ceux qui ont la charge de faire respecter l'ordre puissent connaître les livres qui sont interdits par le pouvoir central, bien entendu. Donc vous avez retenu 1. Publication, 2. Exécution des peines, 3. Qu'est-ce que je viens de dire? Distribution des catalogues. Ça, ce sont les 3 mesures. Alors, à partir d'ici, on est toujours dans le dispositif, mais on est dans ce qu'on appelle des clauses secondaires. Et ces clauses secondaires, c'est ce qu'on appellerait une clause injonctive. Ça va, clause injonctive. Injonctive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cause, je dirais, comminatoire. C'est une menace. Il faut non seulement qu'on fasse tout ceci, ça c'est votre job, à vous, hein, mais il faut aussi, vous en chargerez, vous, le grand bailli de Hainaut, vous chargerez donc les officiers. Alors les officiers, je vous ai dit que ce ne sont pas des officiers dans l'armée, hein, ce sont des gens qui ont un office, ce sont des fonctionnaires publics. Donc vous chargerez les fonctionnaires publics, hein, les fonctionnaires, d'en faire acheter telle quantité qui leur sera nécessaire pour les faits susdits, ben oui, pour les distribuer et pour faire appliquer les peines, dont ils seront remboursés sur leur salaire. Donc ils les achètent, hein, et puis on va les rembourser après. Donc on leur donnera un complément de salaire, puisque c'est les officiers eux-mêmes qui les achètent. Ils seront remboursés sur les exploits de leur office. Ce que leur ordonnons par cette lettre, ainsi, alors moi je ne sais pas lire, ici c'est affaire, vous voyez, moi je ne vois pas, pas de bons yeux. Qu'est-ce qui est marqué ici? Se sert, oui, sans devoir attendre ultérieure ordonnance. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait une autre ordonnance pour que les officiers, pour que les fonctionnaires achètent tous ces documents, tous ces catalogues. Il faut appliquer la mesure tout de suite. Et attention, regardez, et qu'il n'y ait faute. C'est attention, ce se dit, comme on dit. Attention, je veillerai au grain. Philippe II est un monarque absolu qui est très très proche de l'Église catholique. Pour lui, l'Église catholique, c'est son fer de lance, puisque c'est ce qui lui permet également de légitimer son pouvoir. D'accord? Alors, ensuite, attends, Monseigneur de Molembert. Donc c'est un au revoir. Alors, notre Seigneur vous est en garde. Alors, notre Seigneur vous est en garde, c'est ce qu'on appelle en diplomatique, donc une appréciation. Ça veut dire que Dieu vous garde, vivez heureux. C'est ce qu'on appelle une appréciation. Puis vous avez ce qu'on appelle la date. La date, elle est double. Il y a la date de lieu, en verse, et vous avez la date de temps, 4 juin 1558. Je vous ai expliqué qu'il y a 2 dates. Le mot date n'est pas synonyme de jour ou de temps, de chronologie.
Parce que je vous ai dit que le mot date vient d'un mot latin qui est data, hein, qui est un participe passé au féminin, hein, qui veut dire simplement que c'était donné à tel moment, mais aussi à tel endroit. Moi, je donne le document à tel endroit. Donc il y a deux dates, il y a la date de lieu et la date de temps. Hein. Le mot date a pris un sens souvent restrictif à notre époque. Mais remarquez que quand vous mettez au-dessus d'une lettre, vous mettez non seulement le jour et l'année, mais vous mettez également quoi? Vous mettez également le lieu en général. Vous mettez Nivelles, Bruxelles, à tel jour. Hein. Non, ben, la date, c'est la totalité du lieu plus du temps, et ce n'est pas seulement le temps. Et enfin, ici vous avez la signature, qui est l'élément, ici le seul élément de corroboration. C'est ce qui permet de valider l'acte. Parce que s'il n'y avait pas la signature, ben, qu'est-ce qui prouverait qu'effectivement c'est le roi qui a donné cet ordre-là? Comme il s'agit d'une simple lettre, il n'y a pas besoin d'avoir un sceau. Pensez bien, si pour toutes les lettres on devait mettre un sceau, ça ne va pas. C'est une simple lettre. À cette époque-là, vous devez vous dire que donc c'est bien du papier, c'est évidemment pas du parchemin, comme pour la charte hein, qu'on avait vue, la charte de Charles V. Mais là, c'était un document, là, c'était une charte solennelle. Vous vous souvenez, hein, son double queue. On dit qu'ici, c'est une lettre. C'est bien, c'est toutes les lettres, et il devait mettre son cachet. On doit sortir les lettres. Mais enfin, il y a une corroboration, la corroboration, c'est son nom. Hein. Bon. Alors, je regarde si j'ai encore des choses importantes à vous dire à propos de ce document. Retenez simplement, si je puis dire, que la première partie, là, quand vous aviez uniquement l'adresse à Monseigneur de Molambet tout au-dessus de l'adresse, fait partie de ce qu'on appelle le protocole. Protocole. Vous vous souvenez du protocole? Ça va? Donc c'est la première partie, c'est le début. Proto, ça veut dire premier en grec, le protocole. Oui? Oui, c'est ça. Donc le protocole. Mais dans le protocole, vous pouvez avoir plein d'autres choses. Vous pouvez avoir un préambule, vous pouvez avoir une souscription. La souscription pour le document qu'on avait de Charles V, c'est Charles V. Le nom de l'auteur faisait partie du protocole ici. Ici, dans le protocole est très court, il n'y a que l'adresse. Il n'y a pas de souscription, on ne dit pas Philippe, hein, moi, roi d'Espagne, je t'écris à toi, grand bailli, etc. C'est pas mis tout ça. C'est très bref, une simple lettre. Donc le protocole est réduit simplement à l'adresse. Rien d'autre. Ça va? Puis ensuite, vous avez le texte, et dans le texte, on a vu qu'il y avait deux parties. Une première partie que l'on appelle, mais je l'ai dit, il suffit simplement de répéter ce que j'ai dit, qui s'appelle l'exposé, et la deuxième partie, le dispositif. Et puis après le texte, on vient de voir à la fin qu'il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Il y a l'appréciation, il y a la date et il y a la signature. Mais la date et l'appréciation font partie de ce qu'on appelle l'escatole. Le protocole, c'est le début, c'est l'introduction. L'escatole, c'est la fin. Ça va? Je vous les paye pour éviter d'aller au tableau. Escatole, c'est E-S-C-H-T-O-L-E. Vous connaissez certainement le terme l'eschatologie. L'eschatologie, c'est un discours sur les fins dernières. L'eschatologie, c'est un discours sur les fins dernières. Hein? Donc il y a le protocole, le texte et enfin l'eschatole. Je vous montre encore quelques ouvrages avant de terminer. Voilà, on peut clore, c'est gentil. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'imprimerie et vous avez vu que c'est une véritable révolution aussi importante. Je vous demanderai un peu de calme pendant 2 ou 3 minutes encore. Hein? Faites pas de bruit. Donc, l'imprimerie, c'est une révolution aussi importante qu'Internet maintenant. C'est ça que vous devez vous dire. Et c'est pour ça que les pouvoirs, ils sont tellement attentifs à la diffusion d'informations. Ça va? Alors, je vous ai apporté quelques livres sur l'histoire de l'imprimerie. Tout d'abord, un grand classique, l'apparition du livre de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin dans la collection L'évolution de l'humanité. Alors, du même auteur, mais il écrit 40 ans plus tard, Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoir de l'écrit, toujours dans la collection Albin Michel. Troisième livre d'Elisabeth Eisenstein, La révolution de l'imprimé à l'aube de l'Europe moderne. C'est une véritable révolution comme Internet à l'époque.
qui permet de multiplier à des milliers d'exemplaires l'information. Alors, sur la censure d'André Puytmans, c'est un ouvrage qui date de 1935, la censure dans les Pays-Bas autrichiens. Vous allez dire, mais pourquoi les Pays-Bas autrichiens? Ben oui, les Pays-Bas autrichiens, c'est le XVIIIe siècle. Mais vous avez une vingtaine de pages au début sur la censure au XVIe et au XVIIe siècle. Et là-dedans, vous avez en particulier, oui, une dizaine de pages consacrées aux ordonnances de Charles Quint et de Philippe II. Et on parle de cette ordonnance-ci, justement. Vous avez la liste de toutes les ordonnances de Charles Quint et de Philippe II consacrées à la censure des livres et consacrées également à la publication de ces catalogues des livres interdits. Sur la réforme dans nos régions, vous avez la réforme en Belgique sous Charles Quint, de Léon Alquin, dans la collection Notre Passé, la Renaissance du livre. Vous avez également sur la reprise en main, je dirais, de l'Église catholique par Philippe II à l'époque de la contre-réforme dans la deuxième moitié du XVIe siècle, l'ouvrage de Michel Dierix, l'érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas, donc deuxième moitié du XVIe siècle. C'est vraiment pour cadenasser, je dirais, le territoire, pour avoir un maillage du territoire beaucoup plus solide, pour éviter que les évêchés de nos régions ne dépendent d'évêchés allemands ou d'évêchés français, comme Cambrai par exemple, ou je ne sais pas, moi, Mayence, Coblence, voilà. Donc c'est très très important. Ça va? Bon, je voulais vous le signaler quand même, hein. Vous devez vous dire que l'Église s'est adaptée au IVe siècle de notre ère, au Ve siècle, sur les structures administratives de l'Empire romain. Ce n'est pas par hasard. Il y avait justement un évêque ou un archevêque, justement là où il y avait un gouverneur romain qui dirigeait une province ou un diocèse. Alors le mot diocèse est resté dans le vocabulaire de l'Église. Alors, bibliographie de l'humanisme belge, sous la direction de Aloïs Gerlot, aux presses universitaires de Bruxelles, il y a toute une bibliographie sur l'humanisme, donc au XVIe siècle dans nos régions, mais aussi sur la réforme et la contre-réforme. Alors, quelques ouvrages que je vous ai déjà mentionnés plus tôt, mais je n'hésite pas, on dit que bis repetita placent, que je vous montre encore une fois, de Gabriel Audicio et d'Isabelle Bonneau-Rambaud, Lire le français d'hier, manuel de paléographie 15e-18e siècle chez Armand Collin, le manuel classique du chanoine Reusens, Éléments de paléographie, édité d'abord à Louvain à la fin du 19e siècle et réédité à Bruxelles en 1963. Et alors, l'ouvrage dont j'ai tiré le texte que je vous ai projeté, l'album paléographique des 17 provinces, c'est-à-dire des Pays-Bas, chez Brepols, dû à différents auteurs. Et enfin, pour terminer, l'ouvrage de diplomatique de Pic et Toc et de Guillaume Janin, professeur à l'École des Chartes à Paris, chez Brepols, qui vous permet donc de faire l'analyse diplomatique des documents. J'ai dit. Alors, je voudrais en particulier remercier aujourd'hui l'aide très précieuse de mon élève Norman, qui s'est occupé non seulement du tournage, mais va aussi s'occuper du montage du film qu'il aura réalisé. Je le remercie vivement.